Bonjour à tous. Merci de vous joindre à notre webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Simonet et je fais partie de l'équipe de développement des comptes ici chez Canadon. Notre webinaire sera dirigé par Kim Fuller de Phil Communications. Kim se présente dans quelques minutes, mais nous devons d'abord passer en revue quelques diapositives d'entretien rapide. La reconnaissance des terres. Notre équipe à Canadon est reconnaissante d'avoir l'occasion de rencontrer et de travailler sur de nombreux territoires autochtones dans ce pays que nous partageons, le Canada. En tant que colonisateur de ces terres, il est important de reconnaître que notre équipe de Vancouver se trouve sur le territoire non cédé des peuples salish de la côte, que notre personnel de Montréal est situé sur le territoire Kanien'kehá:ka et que le territoire sur lequel nous exerçons nos activités à Toronto est le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinabek, des Haudenosaunee et de la Première Nation Mississaugas of the Credit. Nous souhaitons exprimer notre respect envers les territoires où nous résidons et rendre hommage aux divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé hier comme aujourd'hui. Nous, membres du personnel et de la direction de Canadon, nous nous engageons à être des acteurs actifs de la réconciliation. Nous nous engageons à continuer à amplifier les voix autochtones et à apprendre comment notre travail a une incidence sur les peuples autochtones. Pour ceux qui ne connaissent pas Canadon, Canadon est un organisme de bienfaisance qui tire parti de la technologie pour amplifier la générosité au Canada. Pour les Canadiens, Canadon offre la panoplie la plus complète et la plus flexible des solutions caritatives pour verser un don ou s'informer d'un organisme de bienfaisance au Canada. Pour les 85 000 organismes de bienfaisance au Canada, Canadon fournit des outils de collecte de fonds abordables ainsi que des ressources éducatives qui les aident à renforcer leur impact. Depuis l'année 2000, plus de 5 millions de Canadiens ont versé plus de 4 milliards de dollars à des organismes de bienfaisance par l'entremise de Canadon. Donc, vous pouvez faire connaître votre organisme et accepter des dons en ligne également. Le profil d'organisme de bienfaisance de Canadon vous permet de trouver de nombreux donateurs et en faire des donateurs récurrents, mais aussi d'accepter les dons en ligne, le tout sans avoir besoin des compétences techniques ou en codage particulier. Juste des informations pratiques avant de commencer. L'enregistrement et la présentation vous seront envoyés par courriel après le webinaire, donc vous pourrez visionner la vidéo. Vous pouvez nous entendre, mais nous, on ne peut pas vous entendre. Si vous rencontrez des difficultés techniques, juste vérifiez vos paramètres d'audio dans le coin supérieur droit de votre écran et assurez-vous d'avoir sélectionné les bons haut-parleurs. Vous pouvez également essayer de vous reconnecter si ça ne fonctionne pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment dans le module questions. On sera là pour essayer de répondre à toutes les questions. Et sans plus vous faire attendre, je suis enchantée de vous présenter notre invité, Kim Fuller de Phil Incorporé. Kim excelle en stratégie innovante pour les organismes de bienfaisance, plus de 25 ans d'expérience avec des fondations locales et internationales et d'un engagement bénévole. Entrepreneur sociale, animatrice de philanthropie en action, conférencière mondiale et auteure sur leadership, économie sociale. Apprentie perpétuelle, elle mentor et conseille bénévolement des organisations quand elle n'est pas au bureau. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Simonie. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée. Je suis tellement contente de reprendre une présentation que j'avais donnée pour Canadon il y a plus de 10 ans. Elle a eu plus de 30 000 vues dans les 2 langues et je suis absolument émerveillée que le sujet soit aussi autant d'actualité pour les organisations aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui ont changé en 10 ans, donc on a beaucoup à couvrir et on va y aller tout de suite. Donc ici, vous avez quelques objectifs d'apprentissage et je veux laisser quelques minutes à la fin pour répondre aux questions qui vont rentrer par le chat et que vous nous avez envoyées auparavant. Donc, sans plus tarder, on va y aller dans le vif du sujet. Toujours commencer par la stratégie. Ben pourquoi? Parce que quand la stratégie passe en premier, tout le reste se met en place. De vos messages à vos publications sur les réseaux sociaux, en passant par vos campagnes de collecte de fonds. Sans stratégie, tout est plus long, tout est plus difficile. Tout passe par les communications.
Et surtout pour les petits OBNL, moyens organismes, ils hésitent souvent à investir dans la stratégie ou ils ne savent pas vers où se tourner. Il y a souvent un peur de ne pas avoir les moyens à consacrer pour la planification. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de temps. Et au final, ça coûte plus cher en exposant l'organisation à un risque accru de dépenses imprévues, d'épuisement de l'équipe ou de campagnes dont les résultats ne répondent pas aux attentes. Donc, souvent, le premier obstacle consiste à convaincre la direction générale, le conseil d'administration à s'engager et d'allouer des ressources à cette démarche. Mais chaque fois qu'on est confronté avec une difficulté ou un défi, on sait qu'un plan permet toujours d'améliorer la situation. Donc, on va commencer par le début. Et le début, ben, c'est d'abord, avant tout, la planification stratégique de l'organisme. Donc, avant d'aborder les éléments qui composent un plan de communication, vous devez d'abord définir vos priorités stratégiques. Il peut s'agir d'augmenter des dons, d'accroître un nombre plus grand d'adhérents, de membres, etc. Vos objectifs de développement, ensuite, vont répondre à ces objectifs stratégiques. Et ensuite, les directives et les objectifs pour les communications vont suivre. Donc, tout s'enchaîne une à la suite de l'autre. Le plan stratégique, le plan de développement, le plan de communication, pour ensuite faire un plan pour le numérique ou un plan pour un événement ou autre chose. Mais il faut toujours que ça relève de l'autre poupée qu'on voit ici qui est venue avant. Donc, il faut que ça s'inscrive logiquement dans une progression allant des objectifs organisationnels généraux aux objectifs de communication marketing spécifiques, puis ensuite à vos actions quotidiennes. Ce qu'un plan de communication pratique devrait inclure, ben, ici, c'est une recette pour un plan assez solide, facile à mettre en œuvre et facile à suivre. Donc, il faut privilégier quelque chose de plus court et pratique. Pour des organismes, des fois, 8 à 10 pages ou des diapos peuvent suffire pour une petite équipe. Avec le travail que nous, on fait, généralement, les plans de com tournent autour de 24 pages avec des annexes. Ça n'a pas besoin d'être un roman au complet, mais il faut juste que vous ayez au moins les éléments que vous voyez ici dans le tableau pour vous concentrer. Ensuite, on vous recommande vraiment de miser sur les activités, les initiatives qui correspondent à votre mission et à vos ressources. Donc, faire une évaluation de vos capacités, c'est super important parce que oui, on veut que votre plan soit assez ambitieux, mais on ne veut pas non plus toujours se sentir comme on n'était pas capable de réaliser les activités dans le plan d'action. Donc, il faut vraiment être réaliste dans nos capacités. Et ce que je trouve vraiment génial avec un plan, c'est que ça va vous aider à dire oui à ce qui est important et dire non aux demandes supplémentaires. Et ne pas savoir comment dire non, c'est une des plus grandes sources de distraction pour tout organisme. Ça conduit à une dérive de la mission, de l'épuisement du personnel. Moi, je suis tellement nulle pour dire non que j'ai acheté un bouton qui le fait à ma place. Non! Donc, je sais c'est quoi. C'est difficile quand on se sent tiré par des membres du conseil qui ont des bonnes idées, des bénévoles qui arrivent, qui ont vu quelque chose ailleurs, puis il faut qu'on essaye ça. Le plan, ça vous permet de dire pas tout de suite, on va peut-être mettre ça pour l'an prochain ou l'autre après. Oui, ça s'inscrit, mais pas pour tout de suite, ça va être pour plus tard. Donc, c'est vraiment un cadeau que vous faites à votre organisme quand vous vous organisez comme ça. Un bon plan de communication vous aidera à établir un calendrier de contenu pérenne. Et ce calendrier, c'est le centre de contrôle pour garantir la cohérence de vos messages et de vos activités. Pour qu'il soit viable, pour une plus petite équipe, par exemple, il faut se concentrer sur la création de contenu par lot. Donc, on peut faire ça par des blocs de semaines, par des blocs de mois. Moi, je dis toujours que ça va vous éviter d'avoir la panique à la dernière minute.
plus de 80% de votre contenu peut vraiment être fait à l'avance, plusieurs mois à l'avance même. Et puis, vous pouvez réserver le petit 20% de votre contenu pour des annonces spontanées, des actifs, des surprises, des choses qui arrivent comme ça, ou peut-être mettre des photos ou faire des vidéos live lors d'un événement ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, un bon 80% de votre contenu peut être fait à l'avance. Il suffit de regarder l'année au complet et de voir chaque mois quels sont les points les plus importants que vous pouvez partager avec vos publics cibles et d'en faire un calendrier. Ça va réduire au moins la moitié de votre anxiété pour votre équipe. Et lorsque vous préparez votre calendrier, mettez une colonne pour qu'est-ce qui est réutilisable à partir d'autres documents que vous faites. On va parler du recyclage dans quelques minutes, mais pouvoir optimiser le cycle de vie de vos contenus, c'est vraiment un bonus pour votre calendrier de contenu. On sait qu'on est toujours, il nous manque souvent les ressources pour faire notre travail. C'est avant tout c'est pour ça qu'il faut faire des choix stratégiques. Je recommande de vous concentrer uniquement sur une ou deux plateformes où votre public cible est le plus actif. Utilisez des outils gratuits comme Canva, Google Analytics ou des versions gratuites des outils de planification. Il y en a plein aujourd'hui. Et vous pouvez, comme j'ai dit, faire du recyclage, c'est-à-dire transformer une simple entrevue de donateur dans un article de blog qui devient ensuite un carrousel sur les réseaux sociaux avec une image, des citations. Ça vous permet de multiplier les supports sans multiplier vos efforts. Je pense que je vais faire des t-shirts avec ça. On va revenir à comment recycler le contenu dans quelques instants, comme j'ai dit, mais c'est vraiment, ça vaut répéter parce qu'on sait qu'il nous manque toujours du temps et qu'on est toujours à la recherche de contenu, puis on se demande des fois de quoi qu'on va parler. Ben, on va regarder ça dans quelques instants. Il faut d'abord positionner clairement votre organisme. Donc, la concurrence est extrêmement forte. Vous prenez du retard même avant de commencer si vous n'avez pas défini ces éléments essentiels et les intégrer dès le début dans votre plan de communication. Ils devraient figurer dans votre plan stratégique, mais si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait un, qui n'est pas au courant, ben, à ce moment-là, prenez le temps de le faire ici, dans votre plan de communication. Donc, c'est pas tout le monde qui a besoin d'un slogan, mais si vous en avez un, c'est toujours bon pour faire un point d'entrée émotionnel. C'est aussi des fois plus facile pour les gens de se souvenir de ce que vous faites quand il y a un slogan. Votre raison d'être, c'est vraiment pourquoi votre organisme existe et pourquoi vous êtes, à quel problème que vous essayez de résoudre. Tandis que votre vision, c'est l'avenir vers lequel que vous travaillez. Souvent, on voit mélanger mission et vision. Des fois, je vois des missions qui sont plus écrites comme des visions et vice-versa. Mais la mission, c'est vraiment ce que vous faites au quotidien. Et ensuite, les valeurs, c'est comment vous vous comportez dans l'exercice de vos activités. Les valeurs, c'est vraiment là que je trouve que les organismes ne passent pas assez de temps. Et c'est à la base de toutes les relations que vous avez. Les relations entre équipes, les relations avec vos employés potentiels, vos bénévoles, vos bailleurs de fonds, vos donateurs, vos partenaires corporatifs. Ils vont venir vers vous pour votre mission, mais c'est les valeurs qui vont faire que vous allez vraiment rester collés ensemble longtemps. Et si vous êtes clair avec vos valeurs et qui sont originales, authentiques, c'est là que la connexion se fait. Et donc, je vous encourage fortement de faire un exercice de valeur avec votre équipe, toute l'équipe, pour avoir toutes les voix possibles autour de la table. Et je vous garantis qu'avec ça, tout va mieux aller avec les communications. Et pour l'avoir fait dans mon organisme et pour plusieurs clients, on voit que c'est vraiment là que les gens ont le plus grand sentiment d'appartenance.
Et essayer d'éviter des platitudes, des valeurs qui sont trop partagées par les autres. Faites votre recherche au niveau de qui dans votre écosystème, c'est quoi leurs valeurs pour pas dédoubler ce que les autres font, parce que sinon, ça vient juste à rajouter à la confusion de la marque que vit plusieurs organismes qui travaillent dans le même secteur. Donc, faites attention à ça, puis essayez de trouver des choses qui sont mémorables et que les gens puissent connecter plus prochement à votre organisme. Ensuite, on a le positionnement. C'est ce que fait votre organisme, mais aussi en quoi vous vous distinguez. Donc, on a mentionné que la concurrence est forte et il faut vraiment savoir comment vous vous distinguez des autres qui font le même travail dans votre secteur. La théorie du changement, ça, c'est quelque chose qui se travaille quand même depuis les 5-10 dernières années chez les OBNL. Et c'est vraiment un travail qui explique l'impact plus large de votre travail, c'est-à-dire que oui, vous avez des activités, puis ces activités amènent un changement, puis ce changement-là fait un impact dans la communauté. Quand on réussit à bien expliquer ça de façon claire, les gens sont capables de mieux saisir ce que vous faites et comment vous apportez un changement positif dans la communauté. Donc, il faut vraiment passer du temps à réfléchir à ça parce que souvent, les organismes sont très pris dans les activités quotidiennes et ils ont de la misère à simplifier leur travail. Donc, développer un bon théorie de changement, ça vous aide à le décortiquer et à parler simplement de votre impact. Donc, quand vous mettez tous ces éléments-là ensemble, partagez-les avec la direction, le conseil d'administration, le personnel, les bénévoles et même les bénéficiaires. Chaque personne devrait être au courant de ces messages clés-là et de pouvoir les expliquer de façon clairement. Il y a beaucoup d'OBNL qui ont de la misère à définir leurs objectifs. Donc, dans le plan de com, il faut avoir une section de l'évaluation. Puis ça, c'est vraiment l'étape finale et essentielle de votre stratégie. Et il faut déterminer les indicateurs clés de performance. En anglais, on appelle ça Key Performance Indicators, qui est le KPI. Et ça, c'est important de le faire avant de se lancer dans une stratégie afin de vous assurer que vous mesurez bien vos résultats par rapport à vos objectifs de communication. Donc, il faut prévoir une période d'évaluation récurrente, que ça soit mensuelle, trimestrielle, peut-être 2 fois par année, mais au moins le faire 1 ou 2 fois par année, qui va être dédié exclusivement à l'analyse des données afin de suivre les performances et de s'ajuster sur le cap. Donc, c'est essentiel à mon avis parce qu'à quoi servent tous ces outils numériques-là si on ne sait pas comment interpréter ou utiliser les données? On est vraiment choyé. Les organismes à but non lucratif n'ont pas les gros budgets comme les entreprises et le monde corporatif, mais on a le numérique qui offre des solutions très abordables, mais il faut savoir quoi faire avec les données qui sont à portée de main. Donc, il faut arrêter, évaluer, faire des corrections si nécessaire, puis ensuite continuer avec le plan. Un des changements majeurs que j'ai observé depuis les dernières années, ça concerne justement les indicateurs numériques. L'évolution du paysage numérique, notamment avec les mises à jour en matière de confidentialité, ont rendu peu fiables les indicateurs traditionnels tels que le taux d'ouverture, le taux de clic, par exemple. On doit vraiment changer notre approche aujourd'hui. Donc, les indicateurs d'aujourd'hui portent sur la santé de la relation. Les utilisateurs, est-ce qu'ils interagissent activement avec notre contenu au fil du temps? Est-ce que leur niveau d'activité augmente? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il y a davantage des personnes qui passent à l'action lorsqu'on les invite à faire quelque chose? Ces indicateurs-là sont plus difficiles à manipuler et ils sont plus aidants
pour améliorer votre contenu puis faire des changements au fil du temps quand vous faites votre analyse mensuelle ou trimestrielle de votre plan de communication. Donc, on est vraiment en train de plus mesurer les relations et comment est-ce que ça s'avance plutôt que juste des chiffres. Souvent, on est demandé par nos bailleurs de fonds de produire beaucoup de tableaux avec beaucoup de chiffres, mais on sait qu'à quelque part que certains chiffres sont assez vides. Donc, prenez le temps de faire une bonne analyse, de voir qu'est-ce que ces nouveaux indicateurs-là peuvent vous amener pour améliorer les relations donateurs, bénévoles, etc. dans votre organisme. Les données confirment, justement, en parlant des données, confirment que quand on se concentre, c'est dans l'ajustement que c'est important. C'est pas juste le fait qu'on mesure, mais qu'est-ce qu'on fait avec les données. Donc, il faut vraiment concentrer sur les données en ce moment, surtout avec l'avenir, avec l'IA, puis on va en parler bientôt. Le numérique devient de plus en plus important dans toutes nos activités au quotidien. Donc, est-ce que vous avez des objets de courriel qui fonctionnent mieux que d'autres? Ça s'appelle faire du testing A-B, voir comment les gens répondent, lesquels fonctionnent mieux. Est-ce qu'il y a des boutons d'appel à l'action qui génèrent plus de clics? Pourquoi? Il faut analyser les résultats et adapter en conséquence. Sinon, vous risquez de reproduire toujours les mêmes mauvais résultats. C'est ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ici, on voit que les données, les gens qui travaillent avec leurs données ont 2 fois plus de chances à améliorer leur performance d'une année à l'autre. Donc, c'est le temps de s'investir. On va regarder un peu plus on arrête sur la stratégie, la planification. Maintenant, on va passer plutôt au message et le public. Le meilleur message peut échouer s'il est adressé à la mauvaise personne ou au mauvais moment, ou envoyé au mauvais moment. Donc, il va de même pour les messages qui sont envoyés trop souvent ou au mauvais moment. Donc, on va faire un petit sondage. Je vais demander à l'équipe de mettre le sondage à l'écran. On a un petit poll à faire pour vous demander combien de segments de public cible avez-vous? On va donner quelques minutes pour la réponse. Est-ce que vous avez plusieurs listes? Entre 2 et 3, 4 et 5, ou 5 ou plus? Parfait. Intéressant. On voit une bonne partie qui ont 2, 3 listes. Le quart à peu près qui ont une seule liste. On a pas mal de votes. Merci beaucoup. Donc, ça nous donne un peu le portrait, ce qui est représentatif de ce que je vois aussi chez nos clients. Un quart qui n'ont qu'une seule liste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de segmentation qui se fait. Il n'y a pas du tout de segmentation qui se fait, tandis que 2-3 segments, il y en a à 41% dans votre groupe. Il y en a un quart qui en ont 4 ou 5 et il y a 15% qui en ont 5 et plus. Donc, merci d'avoir participé à ça. Segmentation, c'est tellement important. Puis, je veux être claire, souvent j'entends que on est un tout petit organisme, puis tu sais, c'est comme si la segmentation n'était pas importante pour les petites et moyennes OBNL, mais c'est pas vrai. Tout le monde, c'est important pour tout le monde. Et c'est donc
encore plus une raison de faire une segmentation simple quand vous êtes une petite équipe, parce qu'il faut que ça soit facile à gérer. Évitez de créer des dizaines de personas. 2 ou 3 segments généraux définis en fonction des centres d'intérêt ou de la proximité à votre cause va vous permettre d'adapter le message principal sans surcharger la capacité d'exécution de votre équipe. Avec les plus petites équipes, je commence généralement par distinguer ceux qui nous connaissent bien, ceux qui nous connaissent un peu et ceux qui nous connaissent pas assez ou qui nous connaissent pas encore. Juste simplement faire le tri avec ces 3 types de cibles-là, ça peut vous aider à déjà ajuster le message comme il faut. Vous pouvez également segmenter votre public en cible en donateurs, non-donateurs, bénévoles, partenaires. Et avec le temps, vous pourrez aller avec un peu plus sophistiqué et de définir à l'intérieur des donateurs. Vous pourriez avoir différents publics cibles, grands donateurs, les petits, les donateurs annuels, les gens qui participent à vos événements, etc. Mais juste en partant, commencez avec quelque chose de simple et puis vous pouvez toujours le rendre plus complexe après, là, mais à la base, il faut au moins simplifier avec 2-3 segments pour commencer. Les questions qui sont ici forment le cœur de votre cadre des messages stratégiques. En comprenant les besoins et ce qui motive vos parties prenantes, vous pouvez créer un message clé qui répond directement à leur intérêt et mène à l'action souhaitée. Si vous êtes responsable des communications dans votre organisme, imprimez cette page, mettez-la à côté de votre écran et consultez-la à chaque fois que vous avez un message à diffuser. C'est vraiment important de se concentrer sur leur intérêt. On est souvent pris avec « Oh, on a besoin de leur raconter tellement de choses sur nous », mais il faut comprendre d'où eux, ils viennent, puis pourquoi ils viennent vers vous, pour quel type d'information, qu'est-ce qu'ils recherchent. Si vous avez des programmes et que c'est quelqu'un qui prend avantage de vos programmes, bien, cette personne-là cherche des informations très différentes que quelqu'un qui vient faire un don pour appuyer vos activités. Donc, il faut vraiment penser à qui sont les différentes parties prenantes et commencer à faire le chemin de communication basé sur de où eux, ils partent. La segmentation est un principe fondamental du marketing. C'est clair. Cette statistique ici démontre qu'un message ciblé sera toujours plus efficace qu'un message générique parce qu'il est perçu comme étant personnel et pertinent. D'ailleurs, j'ai cessé faire des dons. J'étais un donateur récurrent et très fidèle à une des organismes pour laquelle que j'étais bénévole. La raison pourquoi j'ai arrêté de donner à cet organisme-là, c'est parce qu'après 10 ans d'engagement comme bénévole, je recevais encore chaque automne par courrier un appel aux dons annuel, générique, qui me disait « Ah, bonjour Kim, voici notre mission et d'autres platitudes. » J'étais tellement insultée qu'ils ne considèrent même pas que j'étais déjà une bénévole dévouée et ils ne tenaient pas en compte le fait que je connaissais leur mission, je connaissais leur programme, j'étais bénévole pour une de leurs programmes. Donc, c'était vraiment pour moi, c'était fâchant qu'on ne me reconnaissait pas parce que j'avais besoin de plus de flatterie pour dire que j'étais une bonne bénévole, mais au moins différencie-moi de quelqu'un qui connaît moins votre organisme. Donc, surtout, faites attention à vos bénévoles, à vos membres de conseil d'administration. Si vous envoyez des documents ou des communications at large, puis que vos membres du conseil sont là-dedans, bien, vos membres de conseil vous connaissent super bien. Ils n'ont pas besoin de recevoir les choses plus génériques que vous envoyez, mais pensez à faire des messages différents pour vos bénévoles et à l'intérieur de vos bénévoles, assurez-vous que vous séparez les conseils d'administration et les autres bénévoles. Déjà là, vous allez voir que vous allez avoir une meilleure appréciation. Donc,
Maintenant qu'on sait, à qui on s'adresse, il faut aussi voir comme qu'est-ce qu'on va leur partager. Donc, le storytelling vaut de l'or dans le secteur social. Ça contourne la logique, ça crée un lien émotionnel qui est nécessaire pour inciter à l'action. Engagez-vous à recueillir activement vos histoires. Ils se trouvent dans chaque heure de bénévole, dans chaque interaction avec vos bénéficiaires et chaque courriel d'un donateur. Il faut prévoir des courts sondages à envoyer après vos activités pour les recueillir. Vous pouvez aussi les solliciter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même organiser un concours pour motiver les gens à participer si nécessaire. Vous pouvez ici vous inspirer de cette liste pour commencer à recueillir vos histoires. On est très choyé dans le secteur social qu'on a de belles histoires. On n'a pas besoin de les inventer comme dans le monde corporatif et de les manufacturier. C'est vraiment comme très naturel qu'on a des bons coups à raconter, qu'on a des belles histoires, des beaux témoignages, mais il faut avoir des mécanismes en place pour aller les récolter. Donc, on a des plateformes comme SharePoint, on a du Google Drive, on a plein de différents outils que vous pourriez utiliser avec votre équipe pour les collecter, les garder précieusement. Et là, lorsque vous allez avoir à rédiger votre infolettre ou faire des billets sur les réseaux sociaux, bien, vous allez pouvoir piger dans cette petite bibliothèque-là d'histoire. Quand on parle d'histoire, ben, je veux vraiment être clair que c'est fini le porno de la pitié. Le public d'aujourd'hui est beaucoup plus réceptif à des histoires qui parlent d'espoir, de résilience et d'impact. Même si vous pouvez et vous devez reconnaître l'existence du problème, la raison pourquoi vous existez, le cœur de votre histoire doit montrer que le changement est possible, que le public peut être le moteur de ce changement-là. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment j'expliquerais mon métier à un enfant de 5 ans. J'ai répondu, j'étais comme, normalement, ça s'explique de façon un peu plus complexe qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre, mais j'ai dit, je vante l'espoir. C'est venu tout naturellement, comme ça, c'est sorti. Puis je pense que c'est ça vraiment comme à tous les jours, on aide nos clients à présenter un avenir meilleur et c'est dans ça que les gens veulent investir. Donc oui, il faut bien expliquer le problème pour savoir comment peut faire partie de la solution, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans les problèmes, trop longtemps dans les statistiques qui sont déprimants ou qui donnent l'air d'être trop larges pour être résolus. Et c'est là que les gens déconnectent souvent de la mission, c'est quand ils voient que, qu'est-ce que mon 50$ pourrait faire quand le besoin est si énorme. Mais si on raconte des histoires que la vie d'une personne peut être changée grâce au don d'une personne, là, ça devient pas mal plus réaliste et on se sent beaucoup plus accompli du côté du donateur et du côté de l'organisme aussi. Pour rester aussi dans comment faire des histoires, je pourrais consacrer tout un atelier d'une heure sur le sujet de la narration centrée sur la dignité. Mais comme nous devons avancer assez rapidement dans les diapos, je vous laisse cette diapo ici pour que vous en discutez avec votre équipe. La narration éthique est une exigence incontournable. Le consentement est un processus en continu et non pas un simple formulaire à remplir une seule fois. Vous devrez privilégier le bien-être de la personne au cœur de l'histoire plutôt que les intérêts de l'organisation et mettre l'accent sur les points forts et les solutions et pas sur les difficultés, comme j'ai dit. Pour avoir travaillé avec plusieurs organismes communautaires, pour avoir travaillé avec plusieurs organismes qui aident les gens dans le besoin, comme les gens qui vivent en itinérance, etc., on cherche toujours à aller chercher une histoire personnelle, mais il ne faut pas oublier que quand on a la participation de quelqu'un qui est assez
confortables à être vulnérables avec nous, puis de nous partager leur vécu. Il faut être sensible à ce qu'ils ont vécu au niveau du trauma, au niveau de ce que ça va ramener en dedans d'eux de partager ces expériences-là. Donc, il faut vraiment bien se préparer pour des entrevues comme ça. Il faut bien expliquer aux gens, surtout si on travaille, par exemple, avec un de nos clients, on travaille avec des gens qui ont une intelligence des différents niveaux. Puis, tu sais, il faut expliquer pour qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire leur participation dans une vidéo, s'ils vont se porter ambassadeur pour votre cause. Tu sais, il faut leur expliquer comment on va utiliser la vidéo. Elle va être mise où? Elle va être sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va avoir un impact sur eux, sur leur emploi, sur leur vie privée? Il faut tout faire attention à ces choses-là. Donc, j'ai dit que je pouvais en parler longuement, mais je vais m'arrêter là pour juste vous rendre ça un peu plus top of mind pour la prochaine fois que vous en allez parler avec votre équipe. Un autre petite statistique pour vous, les gens partagent 3 fois plus les messages qui sont authentiques et personnels plutôt que du contenu promotionnel. Donc, il faut, oui, rechercher une narration authentique, mais pas au détriment de vos collaborateurs et de vos bénéficiaires. Un contenu qui semble authentique, qui est sincère, qui est personnel, ça va instaurer la confiance nécessaire à un engagement durable et ça va inciter votre public à devenir des ambassadeurs de votre cause. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises la réutilisation du contenu dans cette présentation, mais c'est que le recyclage, c'est pas seulement bénéfique pour la planète, il est aussi pour votre équipe de communication. La réutilisation du contenu est une des techniques les plus efficaces pour les petites équipes de communication et ça fait que vous pouvez rédiger un contenu une seule fois et que vous pouvez le publier sur plusieurs différents canaux. Donc, comment ça se fait en pratique? On veut vraiment optimiser la valeur de nos belles histoires qu'on a à partager. Donc, si on a une réussite qui est présentée dans votre rapport qui est destiné pour vos bailleurs de fonds, par exemple. Ça peut aussi faire l'objet d'un article complet sur votre blog et ça peut être aussi condensé dans une publication Instagram accompagnée d'images qui va servir de base et ça peut aussi servir de base dans vos infolettres. L'essentiel, c'est que l'histoire réside dans son impact, mais la présentation peut s'adapter aux différents canaux de diffusion. Par exemple, un article de blog qui est 1500 mots constitue le contenu principal. Il est ensuite réutilisé pour créer un script vidéo de 60 secondes. Ça peut être un résumé de 200 mots envoyé par courriel et ça peut devenir 5 images distinctes contenant des citations pour vos réseaux sociaux. Donc, là, on voit vraiment qu'on peut faire du millage avec notre contenu, juste avec ce simple exemple-là. L'important, c'est de ne pas travailler en silo. Les responsables de vos programmes doivent savoir que l'équipe de com, l'équipe de collecte de fonds, que vous avez besoin de leurs histoires. Les gens qui sont sur le terrain, c'est eux qui courtoient les bénéficiaires, qui voient avec leurs yeux à tous les jours le bon travail et l'impact que ça a. Donc, il faut avoir des mécanismes en place, comme j'ai dit tantôt, pour faciliter le partage de ces histoires-là. Donc, vous pouvez faire ça en faisant des réunions mensuelles avec toutes les équipes et là que vous pourriez faire le partage et vous pouvez aussi profiter des plateformes qui existent, des plateformes numériques où est-ce que vous pourriez partager et garder une bibliothèque d'histoires comme j'ai mentionné tantôt. Mais il faut travailler ensemble. Je vais passer assez rapidement sur ces diapos-là. Vous pourriez les relire à votre guise, mais l'important, c'est d'adapter vos textes à des différents canaux. Donc, on sait que vous mettez
beaucoup de temps dans vos rapports annuels. Ça coûte un bras les faire si vous les faites avec des professionnels pour la rédaction, le design, etc. Mais reprenez le contenu que vous avez dans votre rapport annuel. Ça peut faire des mois de contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut alimenter votre site web. Ça peut alimenter vos infolettres. Vous mettez tellement d'efforts là-dedans. Assurez-vous qu'ils soient mis à profit pour d'autres utilisations. Aussi, je vois que j'ai oublié de traduire le titre sur ma diapo, mais les réseaux sociaux aussi, c'est super facile de prendre les textes qui sont plus longs, puis de faire des petits carousels avec des citations. Vous avez vu dans ma propre présentation ici, j'ai fait beaucoup de « saviez-vous que ». Ces choses-là marchent super bien et les réseaux sociaux transforment vos histoires en petits extraits comme des petits teasers. Puis ça, c'est vraiment pratique pour ramener les gens vers votre site web ou vers d'autres campagnes. C'est vraiment pratique. Pour les infolettres, petit conseil, gardez les courriels assez courts avec un objet accrocheur, les points très ciblés, les choses faciles à retenir. Utilisez des bullet points comme je fais ici pour inciter les abonnés à aller plus loin, à lire l'article complet sur votre site web, par exemple. Essayez d'éviter de tout mettre dans l'infolettre parce que quand les gens voient autant à lire d'un coup, ils vont se désintéresser assez rapidement. On va parler de l'IA quelques instants. Et avant, parce que j'ai eu du feedback assez intéressant de la semaine dernière quand on a parlé de l'IA avec le webinaire qu'on a fait en anglais, il y a eu des gens qui étaient très fâchés après moi que j'étais pour l'IA. Parce que c'est pas bon pour la planète, puis c'est pas bon pour... Ça enlève des jobs aux artistes, puis aux écrivains, puis il y a ci, puis il y a des designers. Écoute, moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'infographiste. Je détiens un bac en beaux-arts. Je sais c'est quoi, comment c'est précieux de garder ces jobs-là dans la vie. Mais le but d'aujourd'hui, c'est justement ce qui est écrit ici à l'écran, c'est d'utiliser l'IA pour gagner du temps et pas pour remplacer des gens. C'est pas pour enlever des jobs. Mais je veux juste arrêter ici quelques instants pour faire un autre sondage rapide pour savoir si vous utilisez les outils IA dans votre organisme. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, un peu ou juste quelques membres de votre équipe? Non, vous n'êtes pas encore rendu là, mais vous êtes IA curieux. Ou est-ce que non, absolument pas, on ne l'utilise pas chez nous parce que ça fait partie de nos politiques de ne pas utiliser l'IA? On va vous donner quelques instants pour répondre. Intéressant. OK. Donc, la majorité de vous disent que vous l'utilisez occasionnellement ou que c'est utilisé par certains employés. Donc, vous êtes 67% à dire que oui, quelquefois. Un quart, on dit quand même que c'est largement adopté et ça fait partie de vos stratégies. Non, 16%, mais vous êtes ouvert à l'IA et il y en a 2% qui disent que c'est une politique de ne pas l'utiliser. Donc, intéressant. C'est ce que je remarque aussi. La majorité des organismes commencent à l'utiliser. Honnêtement, je pensais il y a quelques années que l'IA allait signer la mort de mon entreprise. Mais toutes les informations du monde ne valent rien si personne n'est là pour leur donner du sens. Nous devons considérer l'IA comme un copilote stratégique. C'est un outil puissant pour accélérer les phases de rédaction, d'analyse de votre travail, permettant ainsi à votre personnel de consacrer sa créativité à la stratégie et au développement des relations.
Nous, on utilise l'IA pour accélérer la création de contenu, faire des publications sur les réseaux sociaux, des scripts vidéo, des résumés, des choses comme ça. Et on l'utilise aussi pour améliorer la connaissance de l'audience. Donc, on l'utilise pour identifier les tendances, optimiser les messages, personnaliser l'engagement. Tout ça, c'est dans le but de libérer du temps pour que le personnel puisse se consacrer à la planification stratégique et la relation avec les donateurs et vos parties prenantes. Donc, ça devient indispensable, mais il faut vraiment avoir une politique interne sur l'utilisation de l'IA. C'est essentiel pour la cohérence et la sécurité. Ne téléchargez jamais de données non protégées sur les donateurs ou sur vos bénéficiaires. Il faut traiter les résultats de l'IA comme un brouillon qui nécessite une vérification des faits par un être humain. Et ensuite, les êtres humains peuvent raffiner, peuvent donner du feedback sur les prompts pour aider l'IA à mieux rédiger la réponse. Mais il faut toujours respecter la voix et le ton de votre organisation aussi, sinon ça devient trop générique. Donc, il faut penser à l'IA comme un outil avec une lame tranchante, OK? Est-ce que vous commenceriez vraiment à utiliser une lame tranchante comme ça sans lire les instructions ou au moins avoir une formation comment l'utiliser? Ben, vous risqueriez de vous couper le doigt. Fait que probablement pas. Probablement que vous prendriez le temps de bien comprendre comment tout ça se passe. Donc, on est tous coupables de nous lancer un peu aveuglement dans les outils IA sans comprendre les implications et les risques. Mais il faut les comprendre. On ne peut pas juste dire « Ah, je ne savais pas ». Il faut aussi investir dans les outils payants parce que si vous utilisez des outils gratuits, c'est vos données qui deviennent la monnaie d'échange. Vous payez le prix avec vos informations. Donc, le risque n'en vaut pas la peine. Votre directeur général la direction générale devrait élaborer des politiques et les faire comprendre et approuver par le conseil d'administration. Il ne faut pas adopter l'IA aveuglement. La qualité du contenu reflète directement la qualité de l'entrée. Donc, il a fallu que je cherche le bon mot en français pour prompt, ce qui est une bonne invite. Il faut être précis dans votre invite, qui est le public cible, quel est le ton, le format, l'objectif. Vous pourriez même télécharger des exemples d'anciennes lettres et leur demander de les peaufiner. C'est une façon vraiment à sauver du temps avec l'IA. Et si vous divisez les tâches en étapes, ça va permettre de raffiner le contenu avec un meilleur texte final. Donc, n'hésitez pas de demander une première question. Il va vous pitcher quelque chose, donner du feedback, il va le retravailler, donner encore du feedback, puis vous allez finir avec quelque chose qui a de l'allure et sinon, continuer avec plus de précision. Pour les outils à explorer, il y en a des centaines, mais j'en ai juste mis quelques-uns ici pour qui ont retenu notre attention. Vous pourrez les découvrir lorsque vous allez avoir les diapos. Vous pouvez cliquer sur chaque logo, puis ça va vous envoyer au site web correspondant. Il faut vraiment se renseigner sur chacun d'eux pour voir quels outils correspondent le mieux à vos besoins spécifiques pour déterminer qu'est-ce qui va vraiment vous aider au niveau de la génération du contenu ou la synthèse ou la création visuelle. Je voulais toucher sur l'automatisation du contenu. C'est pas juste pour gagner du temps, mais c'est vraiment pour libérer les capacités du personnel pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, telles que la planification, les appels aux donateurs, la gestion personnalité des relations avec les donateurs. Si on est capable de sauver du temps avec l'automatisation, ça va vous permettre de renforcer vos capacités. Donc, ça vaut vraiment la peine de découvrir ce que ces outils-là peuvent faire. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais parler des réseaux sociaux. J'aimerais commencer avec un petit sondage sur quel réseau votre organisme utilise-t-elle en ce moment.
On a Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. J'aimerais savoir si vous êtes sur un ou plusieurs de ces plateformes-là. Sans surprise, Facebook reste encore très populaire chez les OBNL. Les gens sur LinkedIn aussi. On va laisser encore 1 minute pour répondre. Excellent. On va arrêter là. Oups, pardon. La majorité, comme depuis plusieurs années, Facebook, c'est vraiment la place où est-ce que vous avez la majorité des organismes à but non lucratif. Nous, on voit de plus en plus, surtout du côté anglophone, que les organismes sont aussi sur LinkedIn pour commencer à mieux bâtir les relations avec les partenaires corporatifs, à la recherche de membres du conseil d'administration. Donc, ça vaut la peine de voir si vous pouvez avoir assez de ressources pour mettre sur d'autres plateformes, mais vraiment, il faut que ça se fasse naturellement avec vos besoins, puis avec votre stratégie en tête. Donc, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Il faut définir ce que vous voulez accomplir avec vos réseaux sociaux, de même qu'il faut le définir pour tous vos autres canaux et outils. Donc, jamais publier sans objectif. Un contenu de mauvaise qualité va inciter vos abonnés à passer tout droit. Vous allez les programmer à passer tout droit. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Les objectifs sur les réseaux sociaux doivent découler directement de votre stratégie de communication globale. Mettez pas une stagiaire là-dessus qui connaît rien. Juste parce qu'ils connaissent comment utiliser un téléphone mobile, ça veut pas dire que c'est des experts de communication ou que c'est des experts sur votre organisation. Il faut vraiment connaître le ton, le style. Il faut écrire d'une façon qui plaît et qui intéresse vos publics cibles. Donc, hésitez de le donner à des bénévoles qui n'ont pas cet niveau d'expérience-là. Il faut vraiment que ça soit des experts en communication pour que les réseaux sociaux aient l'impact que vous voulez. Pour les bonnes plateformes, résistez d'être partout. Il faut vraiment évaluer chaque plateforme en fonction de sa fonction principale. LinkedIn pour le réseautage professionnel, Instagram pour la narration visuelle. Et choisissez celles que votre public passe déjà beaucoup de temps. Les choses changent avec le temps. Donc, par exemple, si vous voulez atteindre un public cible plus jeune, ben les jeunes sont toujours en train de trouver des nouveaux endroits plus cool que loin des adultes. Donc, il faut rester à l'affût des données démographiques et adapter si c'est nécessaire. Il faut être réaliste aussi dans l'effort qui est requis. Les vidéos courtes comme TikTok, les Reels, etc., ça nécessite des ressources différentes que celles pour des publications statiques comme Facebook ou Instagram. Mais concentrez-vous vos efforts sur les plateformes que vous voulez alimenter régulièrement et vraiment les rendre attrayantes. Ça vaut la peine de faire moins, mais le faire mieux. Ensuite, le calendrier de contenu, je le suggère pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez monter ça dans un Excel ou dans un Google Docs, Google Sheets, pour vraiment bien organiser quand est-ce que vous allez publier, sur quelle plateforme, quel type de contenu, quel sera le texte, quel est l'appel à l'action et qui est responsable pour faire tout ça. Et quand vous allez votre calendrier, tout va être beaucoup moins stressant et vous allez être proactif dans vos communications plutôt que réactif. Et les réseaux sociaux, ben, ça va des deux bords. Donc, il faut construire et fidéliser une communauté. Ça prend du temps, mais l'engagement
est réciproque. Donc, ça prend un effort conscient pour répondre aux commentaires, pour répondre aux messages privés et ça va montrer à vos parties prenantes que vous accordez une importance à votre communauté. Vous pouvez utiliser des sondages pour solliciter des retours, les lancer dans des discussions. Vous pouvez poser, plutôt que de dire on parle du programme X, Y, Z, poser la question, tu sais, quel programme vous inspire le plus chez nous? Puis là, ça va faire parler les gens de vos programmes sans que vous l'écrivez. Ça va venir de eux, puis ça va être pas mal plus intéressant pour les gens de lire ce que les autres disent sur vous que ça soit toujours vous qui mettez l'information en ligne. Les publications qui incluent la narration visuelle, on le sait, ça donne le double de l'engagement des publications qui sont juste par texte. Donc, j'aimerais plus que vous passiez 20 minutes à faire une bonne vidéo, une publication visuelle, plutôt que d'en créer 5 publications qui vont être sans accroche visuelle. Pour favoriser le sentiment d'appartenance, justement, vous pourriez mettre en vedette le contenu de votre public dans vos publications, dans vos blogs, inviter un bénévole ou un donateur à prendre charge de vos comptes médias sociaux. On appelle ça un takeover. C'est vraiment le fun. Vous pourriez faire ça pour une demi-journée. Vous pouvez mettre en lumière vos bénévoles, les donateurs ou les parties prenantes pour qu'ils témoignent sur votre organisme. Puis c'est vraiment, les gens adorent lire ça et les gens adorent se faire demander pour ça. Je veux juste conclure avec comment utiliser un bon plan de communication, parce que si on va passer tout ce temps sur les communications, ben, il faut bien que ça nous rapporte de l'argent. Il y a des techniques pour avoir des collectes de fonds efficaces, l'urgence dans vos communications, l'appel aux dons dans un limite de temps ou faire des campagnes de dons jumelés, montrer l'impact concret d'un don. Qu'est-ce que ça fait? 50 $, ça nous permet de faire ça. 200 $, ça nous permet de faire ça. Tout ça, ça aide dans le storytelling et ça aide pour avoir un accroche que les gens vont porter plus attention. Et peu importe, il faut que le message soit clair et simple et que c'est simple à faire, à prendre action aussi. Une chose que vous pourrez faire, c'est, pour créer ce sentiment-là d'urgence, c'est qu'est-ce que notre... on est rendu à 3 000 $ dans notre campagne de collecte de fonds. On veut se rendre à 5 000. Faites un don aujourd'hui. Donc, ça montre un progrès, mais ça montre aussi que sans le prochain donateur, on ne peut pas accomplir notre objectif sans eux. Donc, ça crée de l'importance, ça crée un avant et un après, et ça va faire que les gens vont être plus portés à prendre action s'ils savent qu'on compte sur eux. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut créer un peu le sentiment d'urgence avec ça et aussi ensuite vraiment leur montrer qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, à quoi ça servait et que c'est eux qui nous ont aidés à accomplir cette belle preuve sociale-là. Donc, avec un plan de com, vous allez être plus organisé, vous allez économiser du temps et avec ce temps-là, ben, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous ferez avec tout ce temps-là que vous allez économiser avec un nouveau plan de communication? J'espère que vous avez apprécié la présentation aujourd'hui. Votre travail nous inspire et il faut continuer le beau travail que vous faites. On a besoin de vous et on veut vous rendre la vie plus facile. Donc, j'espère que les conseils aujourd'hui, ça va vous aider. Et on a peut-être 2 petites minutes pour prendre des questions. Je vais demander à mes collègues de voir s'il y a eu des commentaires dans le chat. Simoné, on est rendu où? Oui, donc on a juste quelques petites secondes pour les questions. On a reçu 2 questions dans le chat, mais on a aussi 2 autres questions qui ont été envoyées avant. Donc, existe-t-il des outils d'automatisation qui peuvent aider aux différentes étapes du processus de communication? Dans l'automatisation, oui. Donc, ils sont un peu partout.
ils sont comme souvent juste sous notre nez. Des outils comme Zephy, Mailchimp, Constant Contact, toutes ces plateformes-là d'envoi de courriels, de courrieleurs, etc., ça va vous permettre d'automatiser l'envoi de vos infolettes, les campagnes de courriels. On peut automatiser, par exemple, si vous avez un événement, que les gens s'inscrivent à l'événement, on peut automatiser que le message de remerciement, la confirmation va être envoyée automatiquement. Après ça, quelques jours avant l'événement, on leur relance un rappel, 1 heure avant l'événement. Vous les recevez tout le temps, comme pour aujourd'hui, pour le webinaire qu'on fait aujourd'hui. Donc, toutes ces choses-là peuvent être écrites à l'avance, peuvent être programmées à l'avance et peuvent être faites. Et après ça, on l'oublie, ça va se faire tout seul. L'important, c'est de choisir des outils qui sont adaptés à votre budget puis à votre capacité. Et il vaut mieux maîtriser 1 ou 2 outils simples que de se perdre dans la multitude des plateformes qui sont trop complexes. Parfait. On a du temps pour une dernière question? Et Oui? donc, OK. Dans quelle situation ou contexte un plan de communication est-il nécessaire ou recommandé? parler d'une fille de com, je veux dire tout le temps. Mais écoute, c'est surtout important dans des moments charnières pour votre organisation. S'il y a un lancement d'une campagne de financement, un changement de direction ou de mission, après que vous avez fait une planification stratégique et que vous avez défini vos besoins en développement philanthropique, par exemple, ensuite, vous pouvez faire votre plan com. Ça remonte aux premières diapos que j'ai partagées avec vous. Quand il y a une crise ou quand c'est une inauguration d'un nouveau programme. Mais au-delà des grands événements, même les OBNL qui sont comme en mode croisière, ça existe très rarement, je sais, mais tout le monde peut bénéficier d'un plan annuel parce que ça permet de donner une cohérence à vos messages tout au long de l'année et d'éviter de communiquer dans l'urgence. Parfait. Merci beaucoup, Kim. Juste, il y a plusieurs commentaires dans la boîte à questions, juste en vous disant merci pour l'excellente présentation. Merci à tout Donc, le monde. je vais juste partager ça avec vous. Et en conclusion, je voulais juste vous dire merci à tous pour vos excellentes questions. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à tous, mais on va essayer de notre mieux de vous envoyer la réponse par courriel. Et on voulait également vous informer qu'on va vous envoyer un courriel avec l'enregistrement ainsi que les slides de la présentation. Et comme toujours, merci d'avoir été à nos côtés. À la fin du webinaire, il y aura aussi un sondage de rétroaction. Donc, ça nous aide grandement à planifier les prochains webinaires. Donc, si c'est vraiment important que vous partagez vos questions et ce que vous aimeriez voir, et nous ferons notre mieux de nous retrouver prochainement. Donc, merci Merci tout le beaucoup. monde. Merci encore, Kim. Bye Passez bye.